Ma mère a dit que j'étais simplement jaloux de ma sœur qui réussissait. Alors, j'ai annulé leurs paiements hypothécaires, et ce qui a suivi a révélé tout ce qu'ils essayaient de cacher. Je suis un homme de 23 ans, et j'ai besoin de vider mon sac parce que ça me ronge de l'intérieur depuis des années. Toute ma vie, j'ai été la déception de ma famille. Non pas parce que j'ai vraiment tout gâché, mais parce que j'ai choisi une voie que mes parents considèrent indigne d'eux. Je me suis mis à réparer des choses quand j'étais adolescent, en commençant par de petits projets dans la maison, puis en aidant les voisins avec leurs terrasses et leurs clôtures. À 18 ans, je travaillais pour un entrepreneur local qui m'a tout appris sur la menuiserie et les réparations domiciliaires. 2 ans plus tard, j'avais assez de compétences et de relations pour démarrer ma propre entreprise d'homme à tout faire. Le truc, c'est que je gagne vraiment très bien ma vie. Vraiment très bien. J'ai des clients réguliers qui me recommandent à leurs amis, zéro dette, une camionnette solide qui est entièrement payée, et assez d'économies pour acheter une petite maison si je le voulais. Je facture 75 $ de l'heure pour la plupart des travaux, et mon carnet de commandes est plein des semaines à l'avance. Faites le calcul. Mais mes parents agissent comme si j'étais à 2 doigts de me retrouver à la rue. Mon père n'arrête pas de m'envoyer des offres d'emploi pour de vraies carrières, et ma mère parle toujours d'options de cours du soir, comme si j'étais un raté qui n'arrive pas à savoir quoi faire de sa vie. Pendant ce temps, ma sœur Jess, une femme de 26 ans, est l'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal. Elle est allée à Cornell, a obtenu un poste au nom ronflant dans le marketing en ville, et mène soi-disant cette vie Instagram incroyable avec son petit ami banquier d'affaires. Chaque dîner de famille est le Jess Show. Et puis il me regarde avec des visages déçus, en disant des choses comme « Alors, tu as construit de jolis nichoirs dernièrement ?» Comme si ce que je faisais était une sorte de blague. Le plus fou ? Il y a 2 ans, j'ai surpris mes parents en train de paniquer à propos de l'argent. L'entreprise de papa avait réduit ses heures, et ils étaient en retard sur le prêt hypothécaire. Ils craignaient sérieusement de perdre la même maison où j'ai grandi, où se trouvent tous nos souvenirs de famille. J'avais l'argent pour les aider. J'avais économisé pratiquement tout ce que je gagnais, mais je savais qu'ils ne l'accepteraient jamais de moi parce que, à leurs yeux, je ne fais que jouer avec des outils en attendant de grandir et de trouver un vrai travail. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez fou. J'ai trouvé un moyen de mettre en place des paiements automatiques pour leurs prêts hypothécaires depuis mon compte professionnel, en faisant en sorte que cela semble provenir de leur fonds de retraite. Depuis 2 ans, je paie secrètement leur mensualité de prêt hypothécaire de 1 750 $. Cela représente plus de 40 000 $ de l'argent de ma carrière ratée et qui leur assure un toit au-dessus de la tête pendant qu'ils louent Jess pour leur avoir envoyé des photos de ses vols en classe à faire. Je n'ai jamais rien dit par fierté, je suppose, ou dans l'espoir qu'ils finiraient par remarquer que je m'en sortais bien, mais ils ne l'ont jamais fait. Papa me présente toujours comme mon fils, qui est entre 2 carrières, et maman m'envoie toujours des annonces pour des appartements que je pourrais en fait me permettre et qui sont de vrais taudis comparés à là où je pourrais vivre si je le voulais. Le pire, ce sont les réunions de famille. Toutes mes tantes et tous mes oncles qui interrogent Jess sur sa vie incroyable pendant que j'ai droit aux questions du genre « Tu tiens le coup ?» comme si j'étais en difficulté. Mon cousin m'a littéralement demandé si j'avais besoin d'aide pour trouver un emploi stable à Noël dernier alors que j'étais en plein milieu d'une rénovation de cuisine à 220 000 $ pour la maison du maire. Jess adore ça. Elle a toujours été comme ça. Depuis que nous sommes enfants, elle avait d'excellentes notes, était présidente de classe, tout le package de l'enfant prodige. J'étais toujours l'autre. J'ai essayé de leur montrer que je réussissais de manière subtile. J'ai acheté une très belle montre. Je les emmène dîner parfois et je paie sans en faire toute une histoire. J'ai offert à maman un forfait spa de luxe pour son anniversaire. Mais ils pensent que je suis irresponsable avec mon argent, comme si je devais économiser chaque centime pour le jour où mon passe-temps ne fonctionnerait plus. Le problème, ce n'est même pas que je sois en colère qu'ils préfèrent Jess. Ça a été toute ma vie, j'y suis habitué. Ce qui me tue, c'est qu'ils pensent honnêtement que je suis une sorte de raté alors que je les empêche littéralement de se faire saisir leur maison par la banque. Et oui, je sais que je devrais probablement juste leur dire, mais à ce stade, ce serait toute une affaire dramatique, et honnêtement, je n'ai pas l'énergie pour ça. De plus, ce n'est pas comme si Jess était une mauvaise personne ou quoi que ce soit. En fait, nous nous entendions bien en grandissant. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à remarquer des choses bizarres avec Jess. Elle a toujours été super constante sur ses réseaux sociaux, publiant sur ses réunions avec des clients, les fêtes de bureau, les week-ends avec son petit ami, Tom, tout ce genre de choses. Mais soudain,
ses publications sont devenues étranges. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle a arrêté de géolocaliser ses publications. Avant, elle se signalait partout, restaurant chic, son immeuble de bureau, salon d'aéroport. Puis, elle a commencé à publier des photos avec des légendes vagues comme déjeuner de travail avec l'équipe, mais sans détails sur le lieu. Ensuite, j'ai repéré quelque chose de vraiment bizarre. Elle a publié une photo de sa vue depuis le bureau, un panorama urbain censé provenir de leur siège social, mais que j'ai reconnu car il venait d'un site internet immobilier, parce que j'avais regardé des appartements dans ce quartier. C'était littéralement une photo d'archive d'une annonce immobilière. À peu près à la même époque, ses visites à la maison sont devenues moins fréquentes. Quand elle venait, elle esquivait les questions sur le travail. Avant, elle se vantait sans arrêt de ses clients et de ses projets. Mais maintenant, elle se contentait de dire que les choses étaient très chargées ou se passaient très bien sans aucun détail et changeait de sujet très rapidement. Son petit ami, Tom, a commencé à agir bizarrement aussi. Ils sont ensemble depuis 3 ans, et c'était un gars confiant, qui parlait toujours d'investissement et de trucs de marché. La dernière fois qu'ils sont venus, il semblait hyper stressé. Quand papa lui a demandé des conseils sur des actions, Tom est devenu tout gêné et a dit qu'il n'était pas vraiment autorisé à en discuter, ce qui était bizarre car il ne se taisait jamais sur ce genre de choses auparavant. Une fois, alors que je prenais une boisson dans le frigo du garage, je les ai entendus se disputer derrière la maison. Tom disait quelque chose comme « Tu ne peux pas continuer à faire ça. Ça devient incontrôlable. » Et Jess répondait « Donne-moi juste un peu plus de temps. » Quand ils m'ont remarqué, ils se sont tus tous les deux et ont affiché un faux sourire comme si de rien n'était. J'ai commencé à faire plus attention après ça, remarquant aussi d'autres choses. Jess oubliait toujours son portefeuille quand nous allions manger au restaurant à chaque fois. Son Audi soi-disant toute neuve était au garage pendant 3 mois d'affilée. Elle n'arrêtait pas d'utiliser la voiture de maman quand elle venait. Avant, elle arrivait avec des sacs de créateurs. Maintenant, elle empruntait les vêtements et les accessoires de maman. Chaque fois que mes parents lui demandaient de l'aide, même pour de petites choses qui coûtaient de l'argent, elle avait une excuse du genre que ses comptes étaient bloqués dans des investissements ou qu'elle était entre 2 cycles de paiement. Son Instagram montrait toujours le style de vie luxueux, mais j'ai réalisé qu'elle recyclait beaucoup de vieilles photos et les publiait simplement avec de nouvelles légendes. La même photo de fête de bureau avec différentes publications où nous célébrons notre nouveau client, à des mois d'intervalle. J'ai essayé de laisser entendre à mes parents que peut-être les choses n'étaient pas si parfaites au pays de Jess. Juste des trucs désinvoltes comme « Et, avez-vous remarqué que Jess semble stressée par le travail ces derniers temps ?» Ou « N'est-ce pas bizarre que sa voiture soit au garage depuis si longtemps ?» Maman a mis fin à ça si vite, elle est devenue toute défensive et a dit « Tout le monde ne veut pas passer sa vie à rafistoler des armoires cassées comme toi. Les vraies carrières viennent avec un vrai stress, et les vrais professionnels ne passent pas des mois à bricoler dans un garage. » Merci, maman. Super conversation. Papa a été un peu mieux mais a quand même balayé ça d'un revers de main avec « Ta sœur est dans un secteur à haute pression. Elle fait des choses importantes, pas seulement planter des clous. » Venant du type dont le fils qui plante des clous paie secrètement son prêt hypothécaire. Pendant ce temps, Jess continuait de leur raconter des histoires sur sa grande promotion à venir et comment elle était sur le point de décrocher un énorme client qui changerait la donne. Ils ont tout gobé, comme toujours. Toute cette histoire me rendait fou. Genre, suis-je le seul à voir les signaux d'alarme ici? Suis-je simplement jaloux? Je ne voulais pas croire que ma sœur mentait sur tout, mais quelque chose ne collait définitivement pas. J'ai décidé de faire quelques recherches. Rien de trop indiscret, juste des choses basiques. J'ai cherché son entreprise en ligne pour voir si elle figurait sur la page de leur équipe. Elle n'y était pas, ce qui était bizarre car elle était censée y travailler depuis des années et être pressentie pour un poste de directrice. J'ai aussi cherché sur Google la société d'investissement de son petit ami. J'ai trouvé l'entreprise, mais aucun Tom n'y figurait nulle part. Je ne savais pas quoi faire de ces informations. Confronter Jess? Le dire à mes parents? J'ai décidé d'attendre et de voir ce qui se passerait. Peut-être que j'extrapolais trop. De plus, j'avais ma propre entreprise à gérer, et elle devenait plus occupée que jamais. C'est ça qui est si tordu dans tout ça. Pendant que mes parents étaient obsédés par le succès factice de Jess, ma véritable entreprise légitime décollait. J'ai dû embaucher une aide car je ne pouvais pas gérer tout le travail seul. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais eu,
et rien de tout cela n'avait d'importance pour eux car ce n'était pas une carrière avec un titre prestigieux et un bureau. Alors, j'ai juste continué à faire mon truc, à regarder cette situation bizarre avec ma sœur se dérouler et à payer secrètement leur prêt hypothécaire. Mon pote Mike était le seul au courant de tout ça, et il pensait que j'étais fou de ne pas simplement déménager et de les laisser gérer leurs propres problèmes. Avec le recul, j'aurais probablement dû l'écouter. Le véritable point de rupture s'est produit il y a environ un mois. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer complètement. Et honnêtement, je suis encore en train de tout digérer. J'ai découvert que mes parents avaient demandé de l'argent à Jess. Pas de grosses sommes, juste emprunter quelques centaines ici et là pour des dépenses imprévues. Pendant tout ce temps, je couvre secrètement leurs plus grosses factures, et ils demandent de l'argent à Jess en parallèle. Le pire? Elle le leur redonnait, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. Maman a laissé échapper que Jess les avait aidés plusieurs fois au cours de l'année écoulée, mais la façon dont elle l'a décrit était étrange. Jess promettait de virer l'argent, puis il y avait un problème avec sa banque, alors elle promettait d'envoyer un chèque, qui n'arrivait jamais. Ensuite, elle prétendait payer une facture directement pour eux, mais ils recevaient quand même des avis de retard. C'était ce cercle fou d'excuses que, d'une manière ou d'une autre, mes parents continuaient de croire, et pendant tout ce temps, ils me disaient que je devais mettre de l'ordre dans mes finances. Le comble de l'ironie. J'ai commencé à me demander ce qui se passerait si j'arrêtais simplement de payer leurs prêts hypothécaires. Ferait-il enfin face à la réalité? Réaliserait-il que Jess ne les aidait pas vraiment? Ou perdrait-il simplement la maison et me blâmerait-il d'une manière ou d'une autre de ne pas avoir assez de succès pour les aider? C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais forcer les choses. J'en avais marre d'être le soutien secret, de ne recevoir aucun crédit pendant que Jess était loué pour ne rien faire. J'en avais marre que mes parents méprisent mon entreprise légitime et prospère. Surtout, j'en avais marre de me sentir fou de voir ce qui se passait si manifestement sous leurs yeux. Alors, j'ai élaboré un plan, et mon Dieu, je n'avais aucune idée de la vitesse à laquelle tout allait s'effilocher une fois que je l'aurais mis en marche. Cela a commencé quelques jours plus tard. J'étais dans mon atelier derrière la maison en train de finir une armoire sur mesure pour un client, un gros travail qui nécessitait toute ma concentration. J'étais dans ma bulle, en train d'apporter les dernières finitions avant la livraison, quand ma mère est entrée sans prévenir. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Elle est restée là 1 minute, à me regarder travailler, puis s'est lancée dans tout un discours sur la difficulté de l'économie et sur le fait que tout le monde ressent les effets de la crise en ce moment. J'ai continué à travailler, pensant qu'elle allait peut-être enfin admettre qu'ils avaient des problèmes d'argent. Genre, une véritable honnêteté pour une fois. Stupide que je suis. Au lieu de ça, elle m'a balancé, alors, ton père et moi avons discuté, et nous pensons qu'il serait bon que tu commences à contribuer aux dépenses du ménage. Tu sais, payer un loyer pendant que tu vis ici. J'ai failli ruiner l'armoire sur laquelle je travaillais. J'ai dû poser mes outils et prendre une profonde inspiration parce que je n'en croyais pas mes oreilles. Je payais l'intégralité de leur prêt hypothécaire, 1 750 $ par mois, depuis 2 ans, et maintenant ils voulaient un loyer en plus. J'ai essayé de rester calme et j'ai souligné que j'avais 23 ans, que je dirigeais ma propre entreprise prospère, et que peut-être, au lieu de leur payer un loyer, je devrais économiser pour mon propre logement. C'est là qu'elle m'a lancé ce regard, comme si je venais de la gifler ou quelque chose du genre. Nous t'avons soutenu toute ta vie, a-t-elle dit, de manière très dramatique, et c'est comme ça que tu nous remercies? En refusant d'aider quand nous en avons besoin. C'est là que j'ai finalement craqué. Je lui ai demandé pourquoi elle ne demandait pas d'argent de loyer à Jess. Jess, l'enfant prodige avec son travail prestigieux en entreprise et son style de vie de grande ville. Pourquoi était-ce toujours à moi de prendre les choses en main? Le visage de maman a changé très vite. Elle a commencé à bégayer que Jess avait de vraies dépenses et construisait sa carrière alors que moi, je ne faisais que jouer avec du bois. Puis elle a lâché cette bombe que Jess leur avait déjà prêté de l'argent plusieurs fois, ce que je savais être complètement faux d'après ce que j'avais vu. J'ai ri, en fait. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Toute la situation était si ridicule que c'était soit rire, soit frapper un mur. Cela a juste rendu ma mère encore plus furieuse, et elle est passée en mode attaque totale. Tu as toujours été jaloux du succès de ta sœur, a-t-elle dit. Peut-être que si tu t'étais appliqué à l'école au lieu de traîner sur des chantiers, tu aurais fait quelque chose de ta vie, toi aussi. J'ai failli lui parler des paiements du prêt hypothécaire à ce moment-là. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la fierté,
ou peut-être que je voulais juste voir jusqu'où ils pousseraient cela avant que la réalité ne les frappe enfin. Alors à la place, j'ai juste dit, très bien. Demandez l'argent du loyer à Jess. Voyons ce qui se passe. Maman est sortie en trombe, et c'est là que le vrai cauchemar a commencé. Les semaines suivantes ont été un véritable enfer. C'était comme si ma mère s'était donnée pour mission personnelle de prouver que j'étais un raté qui devait se ressaisir. Un jour, elle avait accidentellement supprimé des courriels de clients de notre ordinateur familial partagé. C'était de vraies demandes de travail valant des milliers de dollars. Quand je l'ai confrontée, elle a fait l'innocente, disant qu'elle nettoyait juste les spams. Puis notre connexion Internet à la maison a soudainement cessé de fonctionner. Un timing super pratique, n'est-ce pas? Je gère toute mon entreprise en ligne, communication avec les clients, commande de fournitures, envoi de factures. Maman a prétendu que c'était des problèmes techniques, mais je l'ai surprise au téléphone avec le fournisseur, en train d'annuler littéralement notre service. Son excuse? Nous devons réduire les dépenses inutiles. J'ai dû utiliser les données de mon téléphone pendant une semaine jusqu'à ce que je puisse faire installer une ligne séparée dans mon atelier. Le sabotage n'a fait que s'intensifier. Elle a organisé cette intervention familiale surprise sur mon manque de direction dans la vie. Elle a invité le frère de mon père, qui est un cadre intermédiaire dans une entreprise, pour me faire la morale sur le gaspillage de mon potentiel. J'ai dû partir en plein milieu pour aller faire un devis pour une rénovation de terrasse à 155 000 $. L'ironie leur a complètement échappé. Pendant tout ce temps, mon père est resté mostly silencieux. Il soutenait occasionnellement maman, mais je sentais qu'il était mal à l'aise avec la tournure que prenaient les choses. Un soir, il est même venu dans mon atelier et a maladroitement tenté d'expliquer que maman était juste inquiète pour mon avenir. Pendant ce temps, maman continuait d'insister sur la question du loyer, laissant des notes passives-agressives sur ma part des factures sur ma porte. C'était complètement surréaliste. Je payais littéralement le toit au-dessus de leur tête pendant qu'ils me traitaient comme un parasite. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand maman a fouillé dans mon courrier et a ouvert une carte de remerciement d'une cliente. Cette dame était super contente de quelques meubles encastrés que j'avais faits pour son bureau à domicile et avait inclus un pourboire de 200 $ en espèces. Maman a pris l'argent. Elle l'a tout simplement pris. Quand je l'ai confrontée, elle a prétendu que c'était pour couvrir les courses que j'avais mangées. C'est là que j'ai su que je devais faire des changements. J'ai pris une boîte postale le lendemain pour qu'elle ne puisse plus intercepter mon courrier. Pendant tout ce temps, Jess était commodément injoignable. Elle avait arrêté de répondre régulièrement aux appels de la famille. Et quand elle parlait à nos parents, c'était toujours à un bon moment et qu'elle avait programmé à l'avance. Maman continuait de lui trouver des excuses, disant qu'elle était débordée par son grand projet ou en déplacement pour le travail. J'étais juste là, à regarder tout ce spectacle se dérouler, attendant que la réalité rattrape enfin tout le monde. Une partie de moi se sentait mal, sachant ce qui allait probablement arriver, mais une autre partie de moi était juste fatiguée d'être le seul à vivre dans le monde réel. Ce qui est fou, c'est que pendant que tout ce drame se déroulait, mon entreprise se portait mieux que jamais. J'avais décroché plusieurs contrats haut de gamme, y compris un centre de divertissement entièrement encastré pour la maison d'un médecin qui allait me rapporter environ 122 000 $. Je devais refuser des travaux parce que je ne pouvais pas suivre la demande. Je pensais même à embaucher un employé à temps plein, mais rien de tout cela n'était perçu par mes parents. Pour eux, j'étais toujours leur fils décevant, jouant avec des outils électriques dans le garage. Peu importe ce que j'accomplissais, cela ne serait jamais à la hauteur du faux succès de Jess en entreprise. J'ai commencé à penser sérieusement à déménager. J'avais reporté cette décision à cause de toute la situation, mais j'atteignais mon point de rupture. Je ne pouvais plus continuer à vivre sous le même toit que des gens qui avaient si peu de respect pour moi et pour ce que j'avais construit. De plus, j'étais inquiet de ce qui se passerait si je les confrontais au sujet des paiements du prêt hypothécaire. Seraient-ils reconnaissants? Gênés? En colère que je les ai trompés? Connaissant mes parents, surtout ma mère, ils trouveraient un moyen de me faire passer pour le méchant, même si je les avais empêchés de la saisie pendant des années. J'ai commencé à regarder des appartements juste pour voir ce qui était disponible. J'ai trouvé quelques endroits qui conviendraient, assez d'espace pour que je puisse vivre et peut-être même une petite zone d'atelier. Je pouvais me permettre n'importe lequel d'entre eux facilement, mais quelque chose me retenait. Peut-être l'inquiétude de ce qui arriverait à mes parents si j'arrêtais de payer leur prêt hypothécaire. Peut-être était-ce juste l'espoir qu'un jour, ils me verraient pour qui j'étais vraiment.
Toutes ces histoires commençaient à me monter à la tête. J'ai toujours été du genre à baisser la tête et à travailler pour résoudre les problèmes. Quand quelqu'un est déraisonnable, je hausse généralement les épaules et je fais mon truc. Mais là, c'était différent. C'était ma famille qui essayait activement de me démolir alors que je leur assurais littéralement un toit. J'ai commencé à perdre le sommeil, à me réveiller à 3 heures du matin, à rejouer la manipulation de ma mère, à me demander si le problème venait de moi pour avoir refusé de payer un loyer en plus du prêt. Le travail en a souffert. J'ai fait des erreurs d'inattention, mal coupé du bois, manqué une livraison à un client, de petites erreurs qui prouvaient que je n'étais pas au meilleur de ma forme. Mon pote Mike a remarqué que quelque chose n'allait pas quand nous travaillions ensemble sur un grand projet de terrasse. Il n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, disait que j'avais l'air ailleurs mentalement. J'ai finalement craqué et je lui ai tout raconté, les paiements du prêt, les critiques constantes de mes parents, les tentatives de sabotage de ma mère, tout. Il était choqué bouche bée, choqué. Mec, a-t-il dit, c'est vraiment tordu. Pourquoi tu vis encore là-bas? Pourquoi tu paies encore leurs factures? Ils te traitent comme une merde. Je n'avais pas vraiment de bonne réponse. C'était en partie de la culpabilité, je suppose. Ce sont toujours mes parents, et l'idée qu'ils perdent leur maison me faisait sentir mal. Mais si je suis honnête, une partie de moi espérait toujours qu'ils finiraient par me voir pour qui j'étais vraiment, un gars qui a réussi, qui a construit quelque chose de réel, pas le raté qu'ils pensaient que j'étais. Mike m'a dit que je devais soit les confronter au sujet du prêt, soit déménager et les laisser faire face aux conséquences de leurs actes. Il avait raison, mais quelque chose en moi ne pouvait toujours pas se décider à choisir l'une ou l'autre option. Alors, j'ai juste continué à vivre dans cet étrange entre-deux, essayant d'éviter le sabotage de ma mère tout en gérant mon entreprise et en payant secrètement leurs factures. La situation à la maison ne faisait qu'empirer. Maman a commencé à nettoyer mon atelier sans permission, ce qui signifiait que mes outils se retrouvaient dans des endroits aléatoires ou que mes plans de projet disparaissaient. Papa continuait de me culpabiliser avec des discours sur la responsabilité familiale et sur le fait que je devais contribuer davantage. C'était comme vivre avec des gens qui refusaient complètement de voir la réalité. Maman est même allée jusqu'à dire à des amis de la famille que je traversais une mauvaise passe et que je vivais à la maison en attendant de me remettre sur pied. Cela m'est revenu aux oreilles quand le fils d'un ami de la famille m'a contacté pour m'offrir un travail dans son entreprise de déménagement. J'ai dû expliquer maladroitement que je possédais en fait ma propre entreprise prospère et que je ne cherchais pas de travail. Le plus bizarre? Mes parents voyaient tous les signes extérieurs de ma réussite mais les transformaient en aspects négatifs. Quand j'ai acheté une nouvelle camionnette pour le travail, une dépense professionnelle nécessaire, maman a commenté que j'étais le tape à accent grave l'œil et que je devrais économiser mon argent. Quand des clients appelaient sur le téléphone de la maison pour me joindre, papa demandait si c'était de vrais boulots ou juste de petits projets de bricolage. C'était comme s'ils avaient cette image de moi en tant qu'échec, et aucune preuve ne pouvait la changer. Pendant ce temps, Jess restait l'enfant prodige, malgré tous les signaux d'alarme concernant sa situation. Maman n'arrêtait pas de la mentionner, Jess travaille de si longues heures. Jess pourrait être promue vice-présidente. Jess et Tom regardent des propriétés au bord de l'eau. Tout cela pendant que Jess elle-même devenait de plus en plus rare et évasive. J'ai essayé de tout ignorer et de me concentrer sur mon travail. J'ai commencé à prendre plus de chantiers loin de la maison pour avoir une excuse pour être parti la plupart de la journée. J'ai gardé mes factures et mes papiers d'entreprise enfermés dans un coffre-fort ignifuge que j'ai acheté après avoir surpris maman en train de fouiner. J'ai commencé à sauvegarder tous mes contacts clients et mes dossiers de projet sur le cloud au cas où elle supprimerait accidentellement d'autres courriels. En gros, je vivais comme quelqu'un en état de siège dans ma propre maison. Chaque matin, je me réveillais en me demandant à quelle nouvelle tentative de sabotage je devrais faire face ce jour-là. La situation a atteint un nouveau sommet de folie quand j'ai entendu ma mère au téléphone avec une de ses amies, parlant de son inquiétude concernant mon irresponsabilité financière et comment je ne savais pas gérer l'argent. Venant de la femme dont je payais secrètement le prêt hypothécaire parce qu'elle et papa ne pouvaient pas se le permettre. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. À cette époque, j'ai aussi remarqué que mes parents devenaient plus anxieux d'avoir des nouvelles de Jess. Maman l'appelait presque tous les jours, mais Jess décrochait de moins en moins. Quand elle leur parlait, c'était toujours bref et vague, « Je ne peux pas parler maintenant, je suis en réunion. Super occupé avec ce projet. Je t'appellerai la semaine prochaine. » Ce genre de choses. Je pouvais voir l'inquiétude commencer à poindre dans les yeux de maman,
même si elle n'admettrait jamais que quelque chose n'allait pas avec sa fille parfaite. Papa a commencé à faire des commentaires comme « Je me demande comment Jess va vraiment » quand maman n'était pas là. C'était comme s'il commençait enfin à remarquer ce qui était évident pour moi depuis des mois, mais il ne pouvait pas encore tout à fait se l'avouer. Puis est arrivé le jour où maman a essayé d'accéder à mes comptes bancaires. J'avais laissé mon ordinateur portable ouvert pendant que j'allais déjeuner et je suis revenu pour la trouver en train de cliquer frénétiquement dans mon navigateur. Elle a prétendu qu'elle vérifiait juste la météo, mais je pouvais voir le site web de ma banque dans les onglets récemment fermés. C'en était trop. La goutte d'eau finale. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. J'ai commencé à faire des plans sérieux pour déménager, à regarder des appartements et des options de stockage pour mes outils et matériaux. J'ai trouvé un endroit décent à environ 20 minutes de là. Rien d'extraordinaire, mais il y avait un petit garage détaché que je pouvais utiliser comme atelier et assez d'espace pour que je puisse vivre confortablement. J'étais prêt à verser un acompte quand tout a implosé d'un seul coup. C'était un mardi soir. J'étais dans mon atelier en train de finir des papiers quand j'ai entendu le téléphone de ma mère sonner. À son salut, ma chérie, enthousiaste, j'ai su qu'elle pensait que c'était Jess. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que j'entende sa voix passer de l'excitation à la confusion, puis à quelque chose comme de l'horreur. Je me suis rapproché de la porte pour mieux entendre. Maman parlait à Tom, le petit ami de Jess, et d'après le son, il était en train de révéler tous les secrets que Jess avait gardés. Ça ne peut pas être vrai, n'arrêtez pas de dire maman. Il doit y avoir une erreur. Jess ne ferait jamais une chose pareille. Je ne pouvais pas entendre la partie de la conversation de Tom, mais je pouvais dire d'après les réponses de maman qu'il peignait un tableau très différent de la vie de Jess que celui qu'elle nous avait montré. Quand maman a finalement raccroché, elle est restée assise là, à fixer son téléphone comme si elle était en état de choc. Ses mains tremblaient. Elle a levé les yeux et m'a vu debout dans l'encadrement de la porte, en train de la regarder. C'était Tom, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Lui et Jess sont rompus. Il dit que Jess a perdu son travail il y a plus d'1 an. Il dit qu'elle a menti à tout le monde. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Je te l'avais bien dit, elle semblait trop cruelle à ce moment-là, même après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Il dit qu'elle a fait semblant d'aller au travail tous les jours. Qu'elle a été renvoyée pour avoir menti sur son CV. Qu'elle a explosé ses cartes de crédit pour sauver les apparences. Qu'elle a... Maman ne pouvait même pas finir la phrase. Elle s'est mise à pleurer. Je suis resté là, à regarder le château de cartes s'effondrer enfin. Tous ces soupçons que j'avais eus pendant des mois se confirmaient, et je n'éprouvais aucune satisfaction. Juste un étrange mélange de tristesse pour ma sœur et de colère qu'il ait fallu si longtemps pour que la vérité éclate. Papa est rentré environ 1 heure plus tard, et maman lui a annoncé la nouvelle. Il n'y a pas cru au début, répétant « Tom doit mentir », que Jess ne ferait jamais une chose pareille. Mais même en le disant, je pouvais voir dans ses yeux qu'au fond de lui, il savait que c'était vrai. Toutes ces petites incohérences dans les histoires de Jess prenaient soudainement tout leur sens. Ils sont restés éveillés tard cette nuit-là, essayant d'appeler Jess encore et encore. Elle n'a jamais décroché. Ils ont laissé message vocal après message vocal, chacun plus désespéré que le précédent. S'il te plaît, rappelle-nous. Nous voulons juste savoir que tu vas bien. Quoi qu'il se passe, nous pouvons trouver une solution ensemble. Je suis allé me coucher vers minuit, les laissant encore essayer de la joindre. Allongé là, fixant le plafond, je me suis demandé si cela changerait quelque chose entre nous. Me verrait-il enfin que je n'étais pas l'échec de la famille après tout? Ou trouverait-il un moyen de me blâmer de ne pas les avoir prévenus plus tôt au sujet de Jess? Je n'ai pas eu à me poser la question longtemps. Le lendemain matin, tout a changé. Je suis descendu pour trouver ma mère assise à la table de la cuisine, toujours dans les vêtements de la veille, les yeux gonflés de larmes. Papa faisait les 100 pas dans le salon, son téléphone collé à l'oreille, laissant ce qui devait être son 20e message vocal pour Jess. Aucun d'eux ne m'a prêté attention au début. C'était comme s'ils étaient dans cette bulle de choc et ne pouvaient rien voir en dehors. J'ai fait du café et je me suis assis en face de maman, ne sachant pas vraiment quoi dire. Que dit-on à quelqu'un dont toute la vision du monde vient de s'effondrer? Finalement, maman a levé les yeux vers moi. Son visage était différent, d'une certaine manière. Le jugement et la déception habituels avaient disparu, remplacés par quelque chose que j'avais rarement vu diriger vers moi, le désespoir. Nous avons besoin de ton aide, a-t-elle dit simplement.
Juste la vérité n'eût qu'ils étaient en difficulté et que j'étais leur dernier recours. Elle a commencé à me parler de leur situation financière, comment la pension de papa n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, comment les factures médicales s'étaient accumulées après son opération du genou il y a 2 ans, comment ils avaient à peine gardé la tête hors de l'eau financièrement pendant des années. Jess nous a aidés, a-t-elle dit, la voix brisée, ou du moins, nous pensions qu'elle le faisait. Il s'est avéré que mes parents avaient régulièrement demandé de l'argent à Jess au cours de l'année écoulée. De petites sommes au début, quelques centaines ici et là pour des dépenses imprévues puis des sommes plus importantes lorsque des factures plus grosses arrivaient. Et Jess les avait soi-disant aidés, leur disant qu'elle avait viré de l'argent ou payé des factures directement. Mais maintenant, ils découvraient que rien de tout cela n'était vrai. Les factures qu'elle prétendait avoir payées étaient toujours impayées. Les virements qu'elle avait promis ne sont jamais arrivés. Tout n'avait été qu'un tissu de mensonges pour maintenir son image de fille qui réussit alors qu'elle se noyait en fait dans les dettes. Nous allons perdre la maison, a dit maman, la voix creuse. Le fonds de retraite que nous utilisions pour le prêt, il est vide. Nous avons reçu un avis de la banque hier. Nous avons 3 mois de retard. Je l'ai juste regardé, essayant de comprendre ce qu'elle disait. 3 mois de retard? Ce n'était pas possible. J'avais fait ces paiements religieusement pendant 2 ans. Ce n'est pas juste, ai-je dit. Le prêt est à jour. Il a été payé chaque mois. Maman avait l'air confuse. Comment le saurais-tu? Et voilà le moment de vérité que j'avais à la fois redouté et attendu. J'ai pris une profonde inspiration. Parce que c'est moi qui le paie, ai-je dit, depuis 2 ans. Chaque mois. Depuis mon compte professionnel. L'expression sur le visage de maman était quelque chose que je n'oublierai jamais. Le choc total et absolu. Sa bouche est littéralement restée ouverte. Papa, qui était revenu dans la cuisine, a laissé tomber son téléphone. « De quoi parles-tu » a murmuré maman. Alors, je leur ai tout raconté. Comment je les avais entendus s'inquiéter de perdre la maison il y a 2 ans. Comment j'avais mis en place les paiements automatiques pour qu'ils aient l'air de provenir de leur compte de retraite. Comment je leur avais silencieusement assuré un toit au-dessus de la tête pendant qu'ils continuaient à me traiter comme un raté. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit » a demandé papa, sa voix inhabituellement faible. Auriez-vous accepté de l'aide de ma part, ai-je demandé. De votre fils décevant avec son travail de passe-temps? Ou auriez-vous été trop fier pour accepter de l'argent de quelqu'un que vous pensez être un raté? Ils n'ont pas eu de réponse à cela. Nous connaissions tous la vérité. Alors, pendant tout ce temps, a commencé maman, puis s'est arrêtée. Je pouvais l'avoir calculé mentalement combien d'argent j'avais payé et plus de 40 000 $ à ce stade. Pourquoi l'as-tu fait, a-t-elle finalement demandé. Parce que c'est notre maison familiale, ai-je dit. Parce que je ne voulais pas que vous la perdiez. Parce que malgré tout, vous êtes toujours mes parents. Maman s'est remise à pleurer, mais ce n'étaient pas les mêmes larmes qu'avant. C'étaient des larmes compliquées. Nous n'avions aucune idée que tu étais. Papa a laissé sa phrase en suspens. Réussi, ai-je complété. Oui, je sais. Vous l'avez tous les deux très clairement montré. La conversation qui a suivi a été tendue et gênante. Maman n'arrêtait pas de dire à quel point elle était fière de moi, comment elle avait toujours su que j'avais du potentiel. Papa a parlé de son admiration pour mon sens des affaires, mais aucun d'eux ne s'est réellement excusé pour la façon dont il m'avait traité. Au lieu de cela, ils ont pivoté pour parler de ce que nous allions faire à propos de Jess, comment nous devions nous unir en tant que famille pour l'aider, comment ils savaient que je voudrais aider ma sœur quand elle finirait par réapparaître. C'était surréaliste. Même après avoir découvert que je les avais soutenus financièrement pendant des années alors que Jess leur mentait, ils la voyaient toujours comme la priorité. C'était comme s'ils étaient physiquement incapables de me voir comme son égal, sans parler de reconnaître que j'avais été le responsable depuis le début. Je suis resté assis là à les écouter parler des problèmes de Jess, de la façon dont nous devions la soutenir quand elle rentrerait à la maison, de la façon dont elle était probablement juste dépassée par son travail à haute pression. Ils lui trouvaient déjà des excuses, créant un récit où elle n'était pas une menteuse mais une victime des circonstances. Et moi? J'étais toujours juste le plan de secours, le filet de sécurité, celui qui continuerait à payer les factures pendant qu'ils concentraient toute leur énergie émotionnelle sur Jess. C'est là que j'ai réalisé que rien ne changerait jamais. Je pourrais payer leurs prêts pendant 20 ans, bâtir une entreprise d'1 million de $, gagner un prix d'artisanat du président, et je serais toujours le 2e meilleur enfant à leurs yeux. Jess pourrait mentir,
tricher et disparaître, et ils lui trouveraient toujours des excuses. Je leur ai dit que je continuerais à payer le prêt pour l'instant parce que je ne voulais pas qu'ils perdent la maison, mais je leur ai aussi dit que les choses devaient changer. J'en avais fini d'être le punching ball de la famille, fini de voir mes courriels supprimés et mon courrier ouvert, fini de me faire sermonner sur la responsabilité par des gens qui ne pouvaient pas payer leurs propres factures. Ils ont hoché la tête et ont accepté tout, mais je sentais qu'ils ne m'écoutaient pas vraiment. Ils étaient trop pris par le drame de Jess, trop inquiets pour leur enfant prodige pour vraiment assimiler ce que je disais. Surtout, je me sentais piégé. Je vivais toujours sous leur toit, payant toujours leurs prêts, toujours pris dans cette dynamique familiale dysfonctionnelle, et honnêtement, je ne savais pas comment m'en libérer. Jess a finalement refait surface 3 jours plus tard. Elle n'est pas rentrée à la maison, elle a juste appelé maman, en pleurant sur la façon dont tout s'était effondré. Elle a admis avoir perdu son travail, les dettes de carte de crédit, avoir menti sur sa réussite, mais elle a tout présenté comme quelque chose qui lui était arrivé, pas quelque chose qu'elle avait fait. Elle était la victime d'un environnement de travail toxique et de pratiques de prêt prédatrices, et mes parents ont marché à fond. Maman a été au téléphone avec elle pendant des heures, la consolant, lui disant que tout irait bien, qu'il comprenait. Papa a commencé à faire des recherches sur les services de conseil en crédit et à parler de la façon dont il pourrait aider Jess à se remettre sur pied. Pendant ce temps, personne n'a mentionné les plus de 40 000 $ que j'avais contribué pour nous loger tous. Personne n'a reconnu que pendant que Jess s'enfonçait dans un gouffre de mensonges et de dettes, j'avais bâti une entreprise légitime et soutenu la famille. C'était comme si nous étions revenus à la case départ, avec Jess au centre des préoccupations de tout le monde et moi comme une pensée secondaire. C'est là que j'ai su que je devais partir. Pas seulement déménager physiquement de la maison, mais me distancer émotionnellement de cette dynamique toxique. Je devais accepter que mes parents ne me verraient jamais clairement, ne valoriseraient jamais ce que j'avais construit, ne me mettraient jamais sur un pied d'égalité avec Jess. Le lendemain, après avoir parlé avec Mike, qui m'a donné un regain de confiance, j'ai trouvé un appartement de l'autre côté de la ville et j'ai versé un acompte. Il y avait un petit espace de garage qui conviendrait à mon entreprise jusqu'à ce que je puisse trouver un véritable atelier. J'ai déménagé le week-end suivant pendant que mes parents étaient à une réunion avec leur banque. Je ne leur ai pas dit à l'avance. Je savais qu'ils essaieraient de me dissuader, de me faire sentir coupable, ou de trouver un moyen de saboter mes plans. J'ai laissé une note expliquant que je ferais le paiement du prêt pour 1 mois de plus pour leur donner le temps de trouver une solution, mais qu'après cela, ils seraient livrés à eux-mêmes. J'ai également laissé des impressions de tous les paiements de prêt que j'avais fait au cours des 2 dernières années, ainsi qu'un détail de l'argent que je leur avais fait économiser. En bas, j'ai écrit « Maintenant vous savez quel enfant a vraiment réussi. Ne me contactez pas tant que vous ne serez pas prêt à vous excuser pour la façon dont vous m'avez traité. » Les retombées étaient prévisibles. Maman m'a appelé 50 fois, laissant des messages vocaux en larmes sur le fait qu'il ne le pensait pas et qu'il m'avait toujours aimé et qu'il essayait juste de me pousser à atteindre mon potentiel. Papa a envoyé un texto disant qu'ils étaient désolés si je m'étais senti peu apprécié, la fausse excuse classique qui rejette la faute sur moi pour mes sentiments plutôt que sur eux pour leurs actions. Jess s'est finalement présentée chez nos parents une semaine après mon déménagement. Selon des amis de la famille, elle raconte à tout le monde qu'elle a eu une dépression nerveuse à force de trop travailler et qu'elle prend du temps pour réévaluer ses priorités. Elle a complètement réécrit le récit, de sorte qu'elle est la victime au lieu de la menteuse. Du Jess tout craché, transformant son échec massif en une sorte de noble voyage de découverte de soi. Quant à moi, mon entreprise est en plein essor. J'ai embauché mon premier employé à temps plein le mois dernier pour m'aider avec la charge de travail. J'ai mon propre logement où personne ne peut toucher à mes affaires ou me parler de haut. Et pour la première fois de ma vie, je ne porte pas le fardeau d'essayer de me prouver à des gens qui étaient déterminés à me voir comme un échec. Alors, me voilà, la déception de la famille, m'en sortant très bien tout seul. Il s'avère qu'être une déception est sacrément libérateur quand on arrête de se soucier de décevoir des gens qui ne vous ont jamais apprécié. Quoi qu'il en soit, s'il y a une leçon à tirer ici, je suppose que c'est celle-ci, le succès ne dépend pas du titre du poste, du diplôme universitaire ou de l'appartement de luxe. Il s'agit de construire quelque chose de réel et de durable, que ce soit une entreprise, des relations ou simplement une vie sur laquelle on n'a pas à mentir. À cette aune, c'est moi qui avais réussi depuis le début. Ils n'ont simplement pas pu le voir avant qu'il ne soit trop tard.